Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ici à Turing 22 pour le 3e live du Village BASEA Centre-France. Je suis Pauline Rivière et je suis rédactrice en chef pour Le Connecteur, un média sur l'innovation en Auvergne. Et je suis ravie aujourd'hui, puisque nous sommes là tous ensemble pour un moment un petit peu spécial et assez unique. Nous allons en fait dévoiler la première collection de NFT du Village BASEA Centre-France. Il y a déjà eu un petit teasing la semaine dernière sur le sujet. Pour les personnes qui nous regardent en live, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur la page LinkedIn du Village Centre-France pour qu'on puisse y répondre dans un second temps. Donc, le Village BASEA innove et fait donc le premier pas dans le métaverse. Alors, le métaverse, c'est un mot qu'on a entendu parler dernièrement à travers Mark Zuckerberg et la transformation de Facebook en métavers. Et depuis, on ne parle presque que de ça. On parle beaucoup de NFT, on parle beaucoup de métavers et on parle beaucoup de blockchain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les NFT du Village BASEA, il s'agit d'un petit peu d'acculturer, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, et de comprendre de quoi on parle quand on parle de NFT pour les personnes qui nous suivent. Qu'est-ce que c'est les NFT et pourquoi en fait c'est si spécial ce qui se passe aujourd'hui? Damien, peut-être pour débuter? Oui, merci Pauline. Les NFT, en fait, c'est finalement tout simple. Un NFT, c'est un jeton numérique non fongible, littéralement, c'est ce que ça signifie. Donc on appelle quelque chose de non fongible, quelque chose dont on connaît le propriétaire, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de traçable, voilà, on sait ce que c'est. La Joconde, par exemple, est non fongible, puisque du coup on sait qui est la Joconde, on sait à qui elle appartient, on sait qui l'a réalisée, donc on arrive à tracer, et elle a un caractère unique, des caractéristiques qui lui sont propres, elle est non fongible. Donc finalement, quand on cherche à proposer un NFT, on cherche à proposer quelque chose de numérique, de visuel, dont on connaît le propriétaire, dont on connaît les propriétés, et qui a des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont uniques. Donc finalement, pour les marques, c'est un peu les marques, les entreprises ou les créateurs, c'est une façon de proposer une nouvelle expérience, quelque chose de complémentaire, un nouveau territoire d'expression en fait, pour leurs produits, pour ce qu'ils sont. Alors moi, je me suis lancée dans le sujet de blockchain et de NFT il n'y a pas longtemps. On entend souvent ces parallèles, et notamment le parallèle avec la Joconde, qui permet d'être compréhensible. En revanche, on a vu plein de tableaux de la Joconde qui ressemblaient étrangement à la Joconde à s'y méprendre. Donc en fait, on peut quand même aussi copier la Joconde. Donc c'est quoi la différence et finalement le parallèle que l'on peut faire entre de la copie de la Joconde par rapport à de la vraie Joconde? Mais la vraie Joconde, elle est unique, on sait où elle est au Louvre, et ce n'est que celle-là qui va valoir des millions d'euros, qui a une valeur inestimable, c'est cette Joconde-là. Et les Jocondes que vous pourrez trouver en sérigraphie ou en copie, elles n'auront pas cette valeur, puisque du coup, on sait que ce n'est pas la vraie Joconde, puisqu'il n'y en a qu'une, elle est identifiée, on sait où elle est stockée, on sait qui la possède. Et donc, le NFT, en fait, au lieu de faire ça a posteriori, d'expertiser pour vérifier que c'est bien la bonne et l'unique, ça permet d'avoir une traçabilité du NFT et donc de l'objet. Et donc, on reviendra sur la partie un peu technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire sur cette notion un peu de traçabilité. Mais vous parliez, Damien, en matière de communication, ça peut être très intéressant pour les marques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que, voilà, énorme potentiel en termes de communication. Concrètement, Vincent, il reviendra par la suite, mais ça ouvre quoi comme possibilité, les NFT? En fait, les possibilités sont immenses et, sur le NFT, puisque, si vous voulez, c'est un peu comme quand les réseaux sociaux sont arrivés. Il y avait un nouveau média, un nouvel usage. Il s'agissait pour les marques en fait, de s'attribuer et de pouvoir comprendre ce qu'étaient les réseaux sociaux et de pouvoir justement en tirer parti, en tirer profit pour communiquer, pour pouvoir échanger avec leur public. Et finalement, c'était pour eux un nouveau territoire d'expression de la marque. Le NFT, c'est la même chose. Quelque part, c'est un nouveau média, c'est un média comme un autre, sauf que c'est un média avec quand même quelques particularités. Les particularités qui sont cette notion de rareté, d'unicité. On va proposer quelque chose, une expérience unique à son client, quelque chose que si moi je le possède et que toi, Pauline, tu ne le possèdes pas,
il y a vraiment une notion de privilège qu'on va pouvoir avoir avec son client. C'est aussi une façon, c'est un territoire d'expression un peu différent, puisque du coup, on va pouvoir être plus créatif, parce qu'on a beaucoup plus de possibilités techniques, visuelles. Voilà, on peut sortir un petit peu des sentiers battus parfois pour les marques, puisque c'est un peu un territoire en plein, on défriche les choses, donc on a un peu cette notion de pionnier. Donc on peut se permettre plus de choses et on peut être beaucoup plus créatif. Et effectivement, après, il y a une notion importante qui est propre au NFT, c'est qu'un NFT peut ouvrir des droits. C'est ça aussi qui est intéressant sur le NFT. Vous pouvez imaginer, par exemple, que demain, vous ayez un espace virtuel dans lequel tout le monde a accès au rez-de-chaussée. Et si vous possédez le NFT, vous aurez accès au showroom VIP à l'étage. Ça, c'est possible grâce au NFT. Très bien. Donc vous, en étant diriger l'agence 22, donc ça, en ce moment, c'est un peu votre sujet, et vous faites partie de ce trio de choc qui est allé justement sur cette expérimentation et sur cette innovation assez unique en France, de créer une collection NFT Village by CA Centre France. Est-ce que peut-être, Vincent, vous êtes d'accord de nous parler un petit peu de la genèse, de l'idée derrière et pourquoi l'accélérateur Village by CA Centre France s'est lancé dans les NFT en ce début d'année 2022? Alors, je vais être franc avec toi, l'idée, c'est pas moi. C'est Damien et Tristan qui sont venus nous voir en nous disant voilà, il y a ce sujet et on voudrait faire une opération ensemble autour des NFT. Et on avait ce sujet qui traînait un peu dans nos têtes, puisque depuis septembre, on identifie un peu sur les réseaux que ce sujet commençait à monter. On s'était posé la question, et en étant franc avec Christophe, on a dit tiens, mais pourquoi pas faire nous-mêmes ça? Et il se trouve que peut-être un mois après, Damien et Tristan sont venus pour nous proposer de faire quelque chose autour des NFT. Et on s'est dit, Village by CA, c'est notre ADN. Nous, on est censé parler d'innovation tous les jours et on est censé essayer de montrer à notre écosystème comment le monde demain va évoluer. Donc, c'est un peu le driver. Et quand on parle de NFT, là, on est vraiment au cœur d'un des sujets. Et de se dire, demain, le monde va être peut-être constitué de ces NFT, de ces métaverses, de tous ces sujets autour des mondes digitaux. Et notre rôle, c'est d'interpeller notre écosystème pour leur dire, regardez, ça va arriver, ou ça arrive déjà, mais vous, entreprise traditionnelle, il faut peut-être se poser la question des impacts pour vous. Et pour aller plus loin, parce que d'habitude, on fait plutôt une conférence. On va dire, on aura invité Tristan, Damien, on fait un live et on dit, cette fois, on va vous expliquer, on va faire de la pédagogie en vous expliquant. Là, on s'est dit, on va aller plus loin en le faisant nous-mêmes. Et en le faisant nous-mêmes, ça va nous permettre, et en étant France, c'est ce qui se passe, ça nous permet de se poser plein de questions, d'être confrontés à toute la réalité de c'est quoi avoir un NFT, le produire, le détenir, et de travailler avec la blockchain pour avoir ce NFT, le transmettre, le donner, le vendre. Donc, on est en train d'expérimenter ça tous les jours, et je pense que les jours qui vont arriver vont être encore des jours où on va tester tout ça pour nous permettre de dire, tiens, on n'a pas uniquement parlé du sujet, mais on l'a fait aussi. Et c'est venu s'adosser à quelque chose qui était important pour nous et qui avait été créé par Damien il y a 1 an et demi, c'était notre univers de marque. Donc la marque Village by CA, ce n'est pas la nôtre, ici à Clermont-Ferrand, on la partage avec 43 autres villages, donc on ne peut pas se l'approprier nous-mêmes et faire ce qu'on veut avec. Par contre, notre univers de marque, c'est celle que vous voyez en venant au village avec tout ce graphisme assez coloré, assez dynamique, qui exprime l'univers des startups. Et ça, c'est un univers de marque qui nous est propre. Ici à Clermont-Ferrand, notre village, il est reconnaissable par rapport à cet univers de marque. Et on s'est dit, par rapport à cet univers de marque, pourquoi pas créer un NFT autour de cet univers. Et quelque part, les gens qui vont avoir ces NFT, ils font partie de la communauté, cet écosystème du village qui est reconnaissable avec cet univers, qui est très coloré, qui est très, des fois, enfantin, mais qui fait partie d'un univers. Et on s'est dit, Damien s'est dit, on va créer des cartes autour d'un univers qui est celui-ci. Donc, vous voyez juste le dos là, mais juste en voyant le dos de nos cartes, ça exprime un certain univers qui est un peu, pas de la science-fiction, mais qui est un univers un peu parallèle. Et c'est tout à fait peut-être ce qu'on va retrouver dans les métaverses demain. Alors, avant de vous redonner la parole et qu'on dévoile finalement cette collection de NFT, je voudrais donner la parole à Tristan, puisque là, on entend beaucoup les médias parler de NFT, de métaverse, de blockchain, mais ce n'est pas une technologie qui est apparue en décembre 2021. Ça fait un petit moment. Tristan, vous, ça fait un moment aussi que vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet.
vous parliez d'acculturation, la nécessité de comprendre, parce que on n'est pas sur un phénomène de mode, on est sur une vraie technologie de rupture qui va qui va nécessairement changer la donne dans les années à venir. Tristan, est-ce que sur le côté un peu plus, alors je sais pas, technique ou philosophique, expliquer les NFT, la blockchain, qu'est-ce que c'est que ce truc dont on parle et pourquoi aussi, peut-être, si on peut faire le pont, pourquoi on parle de Web 3.0 pour presque se dire, ok, d'accord, on rentre dans une nouvelle ère. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour en arrière de l'évolution de cette techno et de ce qu'elle est aujourd'hui? Alors, la philosophie du Web 3.0, ça, je ne sais pas faire. Voilà, désolé. Mais par contre, peut-être un ou deux mots pour en comprendre les enjeux techniques. Oui, ça va porter. Oui, ce qu'on met derrière l'étiquette Web 3.0, c'est en effet cette dimension notamment amenée par la blockchain. Qu'est-ce que ça change fondamentalement par rapport à tout ce qui existait jusque-là? De manière générale, l'information, elle était centralisée. Il y a un serveur quelque part dans le monde qui, du coup, possède ou stocke une information. Quand vous avez, du coup, des sous sur votre compte bancaire traditionnel, vous avez souvent même plusieurs serveurs qui ont une copie de cette information chez votre banque, qui savent combien vous avez. Dans le monde de la blockchain, l'information, elle est complètement décentralisée. Tous les serveurs, tous les ordinateurs qui participent au fonctionnement d'une blockchain se partagent ensemble, tous, une même base de données complètement lisible, ouverte, qui leur permet de voir et d'enregistrer la totalité des transactions qui ont eu lieu sur le réseau. Donc on peut, de manière libre et ouverte, voir à n'importe quel moment qui possède quoi, qui a échangé quoi avec qui à quel moment. Et ça, c'est fondamentalement disruptif. Pourquoi ? Parce que ce système complètement décentralisé, il amène une véritable sécurité dans le sens où les données ne peuvent plus être modifiées. À un moment donné, quand une transaction est inscrite, tout le monde peut la voir et on est sûr qu'elle ne peut pas être piratée, modifiée ou réécrite après coup, mais aussi fortement résiliente. C'est-à-dire que comme l'information est partagée partout dans le monde, même si vous avez demain un pays entier qui du jour au lendemain coupe tous les serveurs pour des raisons gouvernementales ou autres, blocus, en fait le système continuera de fonctionner. Parce que les ordinateurs, tant qu'il y en a encore au moins un qui tourne dans le monde avec l'information, le système continue de fonctionner. Et quand on parle de réseaux comme Ethereum, Bitcoin, avec des dizaines, centaines de milliers de serveurs qui se partagent cette même information, on a aujourd'hui quelque chose de véritablement sécurisé. Et cette approche décentralisée qui donne ce côté, cette sécurité, cette redondance de l'information, mais aussi du coup le contrôle sur son information, ça c'est très nouveau. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec votre banque, là encore, chaque fois que vous voulez faire une dépense avec votre carte bancaire, en réalité, vous êtes tributaire de votre banque. Vous ne maîtrisez pas directement votre argent. Vous faites confiance à votre banque pour qu'elle exécute l'opération que vous lui demandez. Dans le monde de la blockchain, vous avez le contrôle total sur vos fonds. Alors c'est super dans le sens où du coup vous êtes totalement indépendant de qui que ce soit. Personne ne peut vous priver de vos fonds ou vous dicter comment vous le faites ou de vos NFT. Par contre, attention, il y a aussi une grande responsabilité en face, c'est que le jour où par contre vous avez fait une erreur ou vous les êtes fait piquer, personne, ni aucun État, ni aucune juridiction ne pourra vous les rendre. Une fois qu'une transaction ou que l'argent est parti, l'argent est parti. Donc c'est un monde en fait complètement nouveau. Et j'entends souvent dans les conférences ou les échanges sur mais pourquoi les gens achètent des NFT ou pourquoi les gens collectionnent des NFT. Ça sert à quoi un NFT? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Alors, pourquoi on achète des NFT? Pourquoi est-ce que tu as une collection de timbres chez toi ou une collection d'étiquettes Panini? Eh bien, c'est exactement ce que j'attendais comme réponse. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'envie de collectionner, et puis il y a aussi cette notion un peu de communauté, d'appartenance, presque de club, parce qu'il y a des clubs de collectionneurs de timbres. Donc, on est sur cette même logique avec le NFT. Oui, c'est une des raisons. C'est-à-dire qu'il existe effectivement, et c'est ce dont il est question aujourd'hui, les NFT les plus faciles à comprendre, c'est les NFT à collectionner, qui sont avant tout des objets de collection comme des cartes Panini, Pokémon ou ce que vous voulez. Et par contre, il existe plein d'autres NFT, des NFT qui peuvent servir, qui peuvent être utiles, soit de manière complètement ludique. Je peux donner l'exemple des cartes Pokémon, vous pouvez vous en servir pour jouer, il y a des équivalents NFT, soit demain des choses beaucoup plus sérieuses avec des NFT qui sont en route, comme des titres de propriété de biens immobiliers ou des choses infiniment plus utiles et pratiques pour votre quotidien. Mais finalement, on commence toujours, quel que soit le NFT, on commence toujours par quelque chose, c'est-à-dire par le créer. Le village ByCA, il y a une volonté d'acculturer. Ok, donc là, ils sont
affiché le dos. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Dans ce qu'on va en faire, il y a une notion de communauté. Il y a une notion, il y a des gens qui vont avoir des NFT, et donc il y a aussi des gens qui en auront pas. Voilà, de notre village. Et forcément, nous, on s'adresse à notre écosystème. Notre écosystème, il est constitué de startups, il est constitué de partenaires. Donc, on n'a pas vocation à les vendre. Hein. Nous, c'est pas le but qu'on a de venir faire de l'argent avec nos NFT, c'est venir les offrir. On ne pas la spéculation. Non, c'est pas ça. Mais ceux qui veulent le faire, pourquoi pas. Alors après, en étant franc, c'est pas que je doute que ça ait de la valeur. Hein. Ça a de la valeur pour nous. Est-ce que demain, il y a des gens qui sont prêts à payer des centaines d'euros, voire plus pour ces cartes? Je ne sais pas. On verra bien, mais c'est pas le but. Le but, c'est de venir les offrir à nos partenaires. Forcément, vous allez voir, il y a des cartes plus ou moins importantes. Il y a un nombre d'exemplaires qui n'est pas le même en fonction de la carte. Il y a des raretés qui se feront. Vous en verrez une, peut-être on n'en offrira jamais, mais vous verrez pourquoi. Et peut-être on en offrira, celle-ci, elle aura un symbole qui sera très fort parce que ça va représenter quelque chose d'unique. Je pense en France, il y en a 25. Peut-être demain, il y en aura une à Clermont-Ferrand et on sera très fiers de pouvoir tous la donner à celle qui saura atteindre cet objectif. Donc, le but, on va les donner à nos partenaires et après, le partenaire, il en fera ce qu'il veut. Mais nous, ce qu'on veut en le donnant, c'est posez-vous la question. Demain, c'est quoi ce truc? Et c'est quoi demain, qu'est-ce que j'en fais? Et en plus, dans mon business, est-ce que je ne suis pas impacté par cette technologie? Demain, on parle de métaverse. Dans toutes les entreprises qui sont ici, elles doivent se poser la question, mais est-ce que je n'ai pas un business qui peut se développer dans ce monde qui va se créer? Ou est-ce que je ne vais pas avoir un parallèle ou des fois des difficultés si je ne maîtrise pas aussi cette technologie? Je ne sais pas, moi je ne suis pas capable de répondre à la place de tous les partenaires, mais je pense que l'acte qu'on essaie de faire, c'est posez-vous cette question-là. Et moi je le vois, en juste créant ça et en travaillant le sujet depuis 2-3 mois, ça me fait poser plein de questions sur mon business, la manière, et je pourrais même imaginer demain avoir un village virtuel dans le métaverse, parce que demain, dans le métaverse, il va y avoir plein de gens. Ils sont au centre de Clermont-Ferrand, ils sont dans les départements, mais ils vont aussi être dans le métaverse, ils vont passer un peu de temps dans le métaverse. Peut-être que ces gens-là, j'ai envie de les capter pour leur parler, que peut-être je peux les aider dans leur projet. Alors là, moi, je trouve que le suspense est maintenant insoutenable. On a envie de voir à quoi ressemble cette première collection de NFT. Mais j'aimerais quand même dire que dans le rôle d'acculturer, finalement, là, dans la salle, on a des gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Et en fait, on découvre qu'eux aussi se posent des questions sur les NFT, sur la blockchain, sur le métaverse. Et donc, finalement, à travers ce moment-là qu'on est en train de passer ensemble, c'est aussi le début de la création peut-être d'un écosystème un peu plus visible autour de ces sujets qui sont majeurs pour le digital et pour les entreprises et l'économie dans les années à venir. Donc, est-ce qu'il y a un roulement de tambour? Est-ce que je le fais? Comment est-ce qu'on fait? Christophe qui appuie sur un bouton. Ah oui, on appuie sur un bouton. On va les dévoiler, puis après, peut-être, Vincent et Damien, peut-être les commenter, nous raconter un peu ce que c'est que ces NFT. Alors. Donc, les voilà. Les voilà. Alors, moi, je ne les vois pas parce que je n'ai même pas eu le droit de les voir avant non plus. Non, interdit. Alors, racontez-nous un peu, peut-être pas toutes, parce que cette conférence risque de durer longtemps, mais peut-être de choisir celle qui vous semble importante et la philosophie, puisque vous aviez parlé la première fois de philosophie. Je vais en prendre deux et Damien, je vais le laisser en faire une parce que c'est lui qui les a créées quand même. Il y en a une que vous voyez qui est sûrement la plus rare, qui est celle qui s'appelle licorne, c'est celle que je faisais référence tout à l'heure, donc qui est l'avant-dernière sur la droite. Forcément, ça fait penser aux licornes qui sont dans ce monde des startups. C'est pour ça que je disais 25, je ne sais pas si c'est 25 ou 26 maintenant, mais en ce moment, il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées. Forcément, on rêve tous quand on est dans le monde des startups et de l'accompagnement d'avoir une licorne. Et je ne vois pas si c'est combien on a édité de licornes, mais je crois que c'est assez limité. C'est 3, donc on a dans notre portefeuille 3 cartes licornes qu'un jour on donnera à nos meilleures startups, mais c'est extrêmement limité. Et c'est celle qui sera entre guillemets la plus rare. Et bien sûr, elle se mérite parce qu'elle est une licorne, il y en a très peu. Mais c'est notre rêve à nous tous, quand on est dans ce monde-là, d'essayer de le faire. Donc, on a imaginé d'avoir une carte pour les licornes. On a aussi imaginé d'avoir une carte pour les maires du village. Pourquoi? Là, c'est dans notre écosystème. On est, dans notre jargon à nous du village, on est 43 maires. Et quelque part, on vient interpeller aussi tout notre écosystème des villages qui accompagne beaucoup de startups. Les maires,
moi, je suis prêt à leur donner des cartes pour aussi qu'ils portent ce message-là vis-à-vis de leur écosystème. Et moi, je suis pas fou, je suis Clermontois-Auvergnat et je veux aussi qu'on parle de mon territoire en disant, tiens, ici, on est capable aussi d'aller un peu plus vite que les autres sur ces sujets-là. Tu en as parlé, c'est un écosystème NFT, un écosystème autour du digital. Et à Clermont-Ferrand, on sait aussi faire ça. Donc, je vais interpeller mes autres maires pour leur donner toutes ces cartes et en leur disant, faites passer le message et sachez qu'ici, on a un savoir-faire et une expertise autour de ces sujets-là. Damien, je te laisse en prendre. C'était pas prévu. Tu as très bien résumé les choses. L'intention globale sur cette collection, si on parle plus de la partie design, c'était ce qu'on disait, c'était de pouvoir avoir une extension de l'univers visuel qui est celui du village by CACF et aussi de pouvoir inspirer ce côté monde un peu onirique à travers ces fameuses vagues. On s'imagine, on se projetait déjà quelque part dans un univers parallèle dans lequel effectivement il y aurait les licornes, il y aurait, on onboard les différents partenaires, on onboard les startups, on onboard aussi cette notion d'ambassadeur. C'est vraiment l'idée de pouvoir commencer à projeter vers le monde du village by CACF, tout simplement. Donc, on est content de pouvoir découvrir ça, puisque en effet, ça fait quelque temps que le village tease sur cette première collection de NFT. Là, la conférence va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe après? La coopération, c'est fini c'est quoi? Quelles sont les prochaines étapes? Parce que finalement, vous expliquiez qu'à un moment, on peut regarder des conférences et écouter des podcasts, mais que mettre les mains dans le cambouis et aller concrètement et réfléchir, c'est une manière d'appréhender. Donc, comment ça se passe après quand on part sur un sujet qu'on ne connaît pas? Voilà. Du coup, il n'y a plus le micro. Non, ça, c'est typiquement ce qu'on dit aux startups tous les jours, qu'on accompagne, c'est on fait des petits pas, on teste et on apprend, et de là, on va voir si on a un mur, et si on le saute, ou si on y va, on n'y va pas. Moi, à la rigueur, j'ai toujours des grands rêves, c'est-à-dire, tu me dis ça, j'ai envie de créer dans le métaverse un village, j'ai envie de... Voilà, est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que ce petit pas nous amène beaucoup de questions. Et des fois, on est bloqué, on recule, on avance d'un autre côté, mais ça nous ouvre des portes de réflexion extrêmement fortes. Je pense que tous les trois, on a plein de choses à faire ensemble. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont aussi venir individuellement parler à Damien ou à Tristan pour d'autres sujets qui ne concernent pas le village. Et c'est vraiment l'intérêt qu'on a. Ce n'est pas un sujet qui doit rester village, non, c'est un sujet qui doit s'étendre à tous les gens qui ont envie de discuter et de parler de ce sujet-là, à nous trois de manière individuelle ou de manière collective, il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment d'interpeller. Après, on reste toujours orienté business. On est là aussi pour développer de l'activité, un savoir-faire. Et ce qu'on voulait, en étant très franc, c'est qu'on voulait être les premiers. Et on est franc, on voulait être le premier, on voulait avancer et on est prêt là-dedans. Et c'est ce qu'on conseille à nos startups. C'est des fois, il faut mieux être le premier avec un petit pas plutôt qu'être le dernier avec un pas de géant. Voilà. Parce que le pas de géant, des fois, il est très dur à faire et il est extrêmement risqué, extrêmement improbable. Donc, c'est la technique. On avance un petit geste. Alors, on peut toujours dire ça reste que des cartes. Oui, bien sûr, ça reste que des cartes. Mais derrière, il y a un monde énorme qui se dévoile. On va vous appeler les défricheurs, en fait. C'est un peu, si tu veux. Ça. Mais c'est une belle conclusion sur, justement, par rapport au petit pas, plutôt que d'attendre de tout maîtriser avant d'y aller. Peut-être que chacun d'entre vous, vous auriez... un petit mot à ajouter. En effet, on parle d'acculturation, on parle d'écosystème en construction, on parle d'innovation. Les personnes qui entendront parler de cette première collection, qui liront les articles ou qui regarderont le live, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce qui vous semble important aujourd'hui pour un chef d'entreprise ou pour n'importe quel secteur d'ailleurs un conseil ou peut-être c'est quoi le petit pas à faire si on commence à être un petit peu intéressé ou titillé par toute cette émulation autour de ces sujets? Je pense que le plus important, c'est effectivement de s'intéresser au sujet. Chercher à lire un petit peu et surtout
ouvrir la porte à une expérimentation. C'est vraiment, je rejoins complètement Vincent, la clé c'est d'expérimenter. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut faire des choses avec de petits moyens, de petits budgets qui permettent de faire un premier pas et de mettre un pied dedans, comprendre comment ça marche, comprendre les questions que ça pose et par rebond, pouvoir saisir des opportunités. Donc vraiment, le point le plus important, c'est ça. Expérimenter, donnez-vous les conditions et les possibilités d'expérimenter. Oui, je suis forcément d'accord. J'aurais résumé ça par oser, tout simplement. Oser s'intéresser au sujet et justement, comme le soulignait très bien Tristan, c'est de pouvoir faire ce fameux MVP, cette fameuse POP, le premier petit bout de pas, parce que finalement, nous, c'est dans ce sens-là, on discute avec beaucoup de marques actuellement sur le sujet. Et notre reco, c'est toujours la même, c'est de dire tester petit pas, on y va, on avance, et on voit ce que ça donne. Surtout, on n'est pas obligé d'aller sortir le chéquier pour faire le méga gros pas. Il faut tester, il faut voir comment le marché réagit, il faut itérer, parce que c'est aussi cette notion-là d'itération successive et d'agilité surtout, parce que ce qui est valable aujourd'hui dans cet univers-là, dans un mois, ça aura vite bougé, puisque du coup, c'est un univers ultra foisonnant et il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de choses, c'est très dynamique. Donc, justement, en étant très agile, ça permet de ne pas partir sur une roadmap de développement de 6 mois et pour se retrouver après dans 6 mois, maintenant, ce qu'on a fait, c'est déjà périmé, il y en a d'autres qui l'ont fait il y a 2 mois. Voilà. Itérer progressivement. Ok, écoutez, merci beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup d'anglicismes, il y a beaucoup de mots techniques, donc peut-être que finalement, on a essayé d'être le plus clair possible, mais c'est quand même un tout nouveau champ lexical, donc peut-être qu'il y a des questions, que ce soit en ligne ou dans la salle, pour apporter des précisions ou pour mieux comprendre finalement la démarche du village BICA Centre-France et les coopérations avec l'Agence 22. Il y avait des questions sur le net. Il y avait une question de Guillaume qui nous demandait au total, la collection elle est de combien? Au total, la collection est de 150. C'est une petite collection répartie en fonction de, comme le disait Vincent, de la rareté. Et donc, mais si ça marche bien, on verra après la suite. On ne sait pas, on est en France, l'histoire, on fait un petit pas, on met 150 cartes. Si on voit que nos partenaires, ça a marché, pourquoi pas demain il tendra plus. Mais pour l'instant, on est resté sur la notion de rareté et de ne pas inonder le monde avec nos cartes. Très bien. D'autres questions? Oui. Merci. Sonia Rennes pour la tribune. Du coup, alors si je comprends bien, donc ces cartes, elles sont très jolies, vous allez les distribuer à des gens. Elles servent juste à. C'est comme un trophée, c'est-à-dire qu'elles ne font rien de particulier. Une fois que j'ai une carte, et je suis contente, c'est tout. Enfin, pardon, c'est tout. C'est déjà très bien. C'est pas du tout. Alors, après, c'est sûr qu'elle ne bouge pas, elle ne saute pas, et oui. Par contre, ça reste, oui, comme un trophée, mais ça reste un trophée qui peut aussi, demain, s'ils veulent le revendre, le remettre sur un marché, ils peuvent le faire. C'est aussi l'utilité. C'est comme, on pourrait dire, une œuvre d'art. Alors, certains vont dire c'est une œuvre d'art, certains vont dire, non, c'est pas une œuvre d'art, mais ça, c'est chacun va voir ce qu'il veut, mais on peut demain le rendre, vendable sur la blockchain pour ceux qui souhaiteraient le faire. Nous, là-dedans, on n'interdit rien. C'est pas lié, forcément, on n'attend pas que le partenaire ou la start-up la garde. Forcément, derrière, ce qu'il va y avoir pour nous, c'est l'histoire qu'on va faire avec nos startups et nos partenaires. Imaginez que demain, une de nos startups aujourd'hui ou demain dans les villages devienne une licorne. Moi, je serais super content d'avoir la carte de la startup qui est devenue une licorne, sans parler d'une licorne, mais même une startup qui a super bien marché ici. On sera content d'avoir la carte de la startup. Donc, il y a cette notion de là, mais on n'attend pas plus que ça. Le partenaire ou les gens qui auront les cartes, après, c'est eux, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'afficher dans leur bureau, c'est-à-dire ils vont être les seuls avec une belle télé à avoir ce NFT. Nous, on les trouve jolis, mais après, peut-être qu'ils vont dire non, on le met dans le tiroir parce qu'on ne veut pas la montrer. Mais peut-être que quand vous irez dans l'entreprise, vous la verrez. On sera extrêmement fiers si demain, je vais chez Michelin et que je vois le NFT du village. Je dirais, je serai content et ça va interpeller les gens qui vont voir aussi ces NFT. Le but, franchement, il est d'interpeller, de faire de la pédagogie autour de ces technologies. Et donc, plus on montre, plus on fait poser des questions à notre écosystème. On peut peut-être préciser aussi qu'un NFT, c'est évolutif. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une carte qui est en effet statique, mais demain, dans l'exemple que citait Vincent, on commence à avoir le village dans le métaverse.
Cette même carte, pour ceux qui la possédaient, se met à devenir un type de propriété virtuelle qui va leur donner un immeuble ou un gratte-ciel dans le futur village version digitale. Et plus tard, ça peut encore servir à autre chose, il peut être assorti d'avantages. C'est l'avantage, c'est que c'est évolutif. Ce n'est pas gravé dans le marbre que son utilisation se limite à ce que c'est aujourd'hui juste une carte de collection. On peut imaginer un sorte de musée, pas musée, mais voilà, un endroit dans notre village virtuel demain où il y aura cette collection, peut-être d'autres, peut-être des éditions, peut-être d'autres choses, où les gens qui l'auront auront accès à cet endroit-là dans le métaverse. Si je meurs et que je suis propriétaire d'une carte, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est pour moi. Alors c'est une super bonne question. Alors aujourd'hui, en fait, celui qui possède la carte, c'est celui qui a la clé de votre wallet. Donc, soit vous avez acquis votre carte, vous l'avez obtenue en ayant un wallet sur votre téléphone mobile, soit avec une clé Ledger. Quoi qu'il en soit, c'est bien celui qui a la clé qui est le propriétaire. Et aujourd'hui, il se commence déjà réellement à se poser des premières questions de succession. Dans le cas de NFT, de crypto-monnaie, on commence à avoir des premiers articles dans lesquels c'est traité pour l'instant de la même façon que pourrait l'être un bien matériel ou un bien immatériel, il y a une valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si réellement du coup vous décédez, le NFT a pris une valeur et du coup vos héritiers en bénéficient, ils vont devoir payer une taxation basée sur la valeur du NFT au moment à la date de votre décès. Bon, c'est pas très joyeux, hein, mais c'est une réalité. J'imagine aussi qu'un jour les taxes vont venir sur ce genre de sujet. Et ouais, toutes ces questions-là aujourd'hui ne sont pas répondues, mais c'est le but aussi. Une fois qu'on va tirer le fil, on va voir jusqu'où ça va mener toutes ces réflexions autour de ce type de propriété. Et c'est peut-être aussi l'exercice, enfin le paradigme, le changement de paradigme. Pendant très longtemps, finalement, on n'a pas donné de valeur au virtuel. On était prêt à acheter un CD 10 €. Finalement, on pensait qu'on achetait le boîtier et le CD. Quand on a basculé sur du MP3, sur du non palpable, la bascule a été difficile à faire, de dire je vais mettre le même montant alors que j'ai pas l'enveloppe. Et finalement, ça interroge derrière les NFT, c'est aussi interroger la valeur du virtuel dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé, où il y a une production de valeur qui se fait uniquement sous format numérique et digital, et ça permet de s'interroger sur cette peut-être une autre répartition de ce qui a de la valeur et de ce qui n'a pas de valeur dans un monde finalement de plus en plus numérisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, alors peut-être que l'on va clôturer ce moment en sachant que les défricheurs sont là à votre disposition pendant un laps de temps si vous avez des questions un peu plus précises ou si vous avez envie peut-être d'aller plus loin dans vos réflexions. Merci beaucoup. On est ravis que ça se passe en Auvergne. On entend souvent parler de l'Auvergne quand on est à la bourre. Pour une fois, on est en avance et c'est plutôt très appréciable. Et puis, on espère qu'avec ce premier événement, il y a cette communauté de curieux, d'engagés, d'innovateurs qui va se mobiliser pour essayer de faire avancer et puis d'avancer peut-être ensemble sur ces sujets. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Et puis, j'ai envie de dire, la séance est désormais levée. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aussi en live. Merci. Merci Pauline. J'ai oublié de parler du livre de Pascal Lafont.